Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dans lequel nous allons vous présenter l'impact de notre dispositif des tours créatifs, qui est un dispositif donc de repérage, de remobilisation et d'accompagnement des publics éloignés, voire très éloignés de l'emploi. Tout d'abord, je me présente. Je suis Tiffaine Melouette, chargée de mission à la Fédération nationale des UROF. Et dans ce cadre, j'ai la chance de piloter le dispositif des tours créatifs vers l'emploi dont nous allons parler donc aujourd'hui. J'enchaîne sur un petit mot sur la Fédération nationale des UROF, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, comme son nom l'indique, elle fédère les UROF, qui sont des unions régionales d'organismes de formation, qui sont donc des regroupements régionaux d'organismes de formation. Donc, ils sont aujourd'hui près de 300 en France métropolitaine et dom-tom, et qui interviennent majoritairement sur la commande publique de formation. Alors la fédération est donc un porte-voix pour ces organismes de formation auprès des financeurs et des institutionnels. Elle peut également être amenée à porter des habilitations, comme elle le fait notamment pour les CLEA socle numérique et management. Et elle peut également être amenée à porter des dispositifs nationaux, comme elle le fait d'ailleurs sur le dispositif des tours créatifs. Mais avant que je vous en dise un peu plus, voici ce que nous allons aborder tout au long de ce webinaire. Alors dans un premier temps, je continuerai justement à vous en dire un peu plus sur le dispositif avant de donner la parole à Solange Carto qui vous transmettra donc le compte rendu de la recherche menée avec le CNAM de Paris. Puis nous terminerons par les témoignages de bénéficiaires de la FP2I et d'AMS Grand Sud et de leurs accompagnants-accompagnantes et d'une pilote aussi régionale au sein des EU Conseils. Alors, vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin de chaque partie. Et si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de lever la main afin que j'ouvre votre micro pour que vous interveniez si vous voulez vous exprimer. Ou voilà, vous exprimer, intervenir, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Alors maintenant, je vous propose de continuer mon propos en contextualisant davantage la mise en œuvre de ce dispositif. Donc, comme je vous le disais précédemment, depuis septembre 2020, la Fédération nationale des UROF pilote le dispositif des tours créatifs vers l'emploi, donc qui est donc un dispositif PIC 100% inclusion, alors PIC qui correspond à plan d'investissement dans les compétences, qui est financé par le ministère du Travail et opéré par la Banque des Territoires. Et ce sont les 10 partenaires organismes de formation membres de notre consortium, donc en région, qui ont accompagné, et pour certains d'entre eux, accompagnent encore les 645 bénéficiaires accueillis au total sur ce dispositif. Et aujourd'hui, ils sont encore 69 en parcours. Alors, ces partenaires que vous voyez à l'écran représentent les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, l'île de la Réunion, l'Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors notre dispositif des tours créatifs, c'est quoi? Je vais vous en dire maintenant encore un peu plus sur son contenu. Alors on y trouve notamment des temps individuels et des temps collectifs dans lesquels on trouve le fil rouge que représente le projet collectif, que chaque cohorte a pu mettre en œuvre et qui a pour finalité un concours national. Mais c'est aussi un accompagnement global, c'est-à-dire qu'on travaille en parallèle la levée des freins et le projet professionnel, notamment en passant par des formations qualifiantes et ou certifiantes ou non, mais aussi des missions en entreprise qui peuvent prendre plusieurs formes, comme des missions en intérim, des CDD ou des PMSMP, etc. On y trouve aussi la valorisation des compétences. Il y a notamment le référentiel RecTech, donc il y a un référentiel de soft skills ou de compétences transversales, à partir duquel nous avons créé des open badges. Alors il s'agit d'un dispositif ouvert et agile où il revient aux accompagnants ou accompagnantes d'exploiter ou de proposer tout type d'atelier ou activité en exploitant notamment le droit commun ou des partenariats territoriaux qui permettrait, donc, par le biais d'un détour, d'atteindre une insertion professionnelle pérenne. Alors voilà comment je peux vous résumer en un temps très court le dispositif des tours créatifs, mais je laisse la place à Solange Carto, qui va vous présenter les résultats de l'évaluation du dispositif, ce qui vous en dira justement un peu plus.
quelques secondes pour aller chercher le fichier et puis je reprendrai là où Tiffaine s'est arrêtée, en précisant que je l'ai invitée très cordialement à co-commenter avec moi un certain nombre de diapos puisque, nous sommes partenaires, du début jusqu'à la fin sur ce projet et elle a été très impliquée aussi dans la partie, relais entre le terrain et la recherche. Alors je vais partager mon document, ça va prendre quelques instants. Je vous prie de m'excuser pour ces quelques instants. Voilà et ça va le faire. Voilà, je vais passer en mode présentation. Voilà, normalement, vous devriez voir le premier slide, donc on va se repositionner, voilà, sur, la première partie. Donc, alors, comme l'a dit, Tiffaine, elle a présenté de manière assez générale le dispositif. Je vais me présenter avant toute chose. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur, mais je suis aussi rattachée au Conservatoire national des arts et métiers, qui est, la structure, qui a été sollicitée, par l'UROF pour, évaluer depuis le début, ce dispositif novateur et qui nous a séduits par ses ambitions, par son périmètre, d'action et puis par les moyens qui étaient mis en œuvre pour essayer de répondre à un certain nombre de défis qui sont déjà présents dans ce premier slide, à savoir, de regrouper dans un dispositif qui va être essaimé au niveau national, de manière expérimentale dans différentes régions avec leurs caractéristiques, un dispositif qui réponde à des besoins d'un public, dit vulnérable face à l'emploi ou à l'insertion et qui est, très divers puisque comme vous pouvez le voir, nous avons des personnes à la fois, peu qualifiées, nécessitant de reprendre des compétences de type CLEA, des personnes en situation de précarité, d'exclusion, numérique, en situation de handicap, des personnes éloignées de l'emploi durablement en étant chômeurs de longue durée ou bien, des jeunes de moins de 30 ans, relevant, de politiques, de la ville, en grande difficulté d'insertion pour différentes raisons et donc, au départ de ce projet, s'est posé à nous la question de comment scientifiquement arriver à trouver les bons indicateurs permettant de montrer que ce dispositif, réussissait, à atteindre ses objectifs sur ces différentes cibles qui pour nous paraissaient, relativement diverses et le dispositif, nous allons le voir, a su se réinventer au fur et à mesure qu'il s'implantait en trouvant, ses bons bénéficiaires aussi par rapport à la déclaration d'intention initiale. Donc accompagner les bénéficiaires vers des trajectoires, professionnelles en adéquation avec leur aspiration, c'était un petit peu l'ambition aussi originale qui était de la manière dont ça allait se faire, à la fois sur du temps long, 15 mois, qui est une durée assez exceptionnelle pour ce type de dispositif, avec, ce parti pris de changer les approches conventionnelles de l'accompagnement vers, la remobilisation vers l'emploi, changer les modes, d'ingénierie et de pédagogie, propres à l'accompagnement, donc changer, faire évoluer les pratiques des professionnels, de l'accompagnement de ces différents publics, mais c'est aussi offrir à ce public, des détours assez originaux, assez singuliers en fonction de leur déclinaison régionale, des détours artistiques, des détours culturels, des détours, sportifs, des détours, d'implication sociale pour, faire se retrouver ces bénéficiaires avec eux-mêmes, mais également avec un tissu social leur permettant de se construire un projet, mais aussi de se reconstruire eux-mêmes à travers ces différents détours pour s'autoriser à se projeter et à se donner les moyens de se projeter vers un emploi qui soit d'abord, alimentaire, de courte durée, certes, mais qui ne soit pas la seule finalité et qu'à travers ces détours, il y ait aussi petit à petit la construction d'un vrai projet, propre aux personnes, un vrai choix, d'emploi, davantage ciblé sur ses aspirations personnelles et de se donner les moyens de construire, une qualification
ou de refaire reconnaître des compétences permettant de se projeter dans un emploi à plus long terme. Donc, ce qui nous a été demandé, nous, chercheurs, rarement sollicités dans les démarches d'évaluation de ce type d'expérimentation, ça a été d'essayer d'abord de comprendre, de décrire ce qui était fait localement avec les déclinaisons, de faire des focus sur quelques déclinaisons locales permettant de voir les points communs et puis et les différences, dans le but d'identifier les leviers qui allaient le mieux fonctionner pour répondre à cet objectif. Donc nous avons dans un premier temps essayé de décrire, de comprendre les pratiques locales et puis aussi les ressentis des bénéficiaires, mais aussi les expertises des accompagnateurs. Et nous l'avons fait dans un premier document qui est public, qui est le dossier d'évaluation générale que vous voyez ici sur le slide à gauche, qui est le rapport d'évaluation qui a été coécrit par moi-même et puis par Stéphane Ballas, collègue enseignant-chercheur du CNAM. Donc, dans le parti pris que nous avions, c'était qu'à la date auquel nous devions arrêter un premier bilan, ce document, alors que le projet n'était pas tout à fait abouti, permettent déjà de faire une cartographie de ce qui marchait et de ce qui ne marchait pas. Donc, nous avions privilégié plutôt une approche du terrain situé. Et dans un deuxième temps, nous nous sommes efforcés cette fois-ci d'expliquer, à savoir d'expliquer les leviers de cette expérimentation les plus prometteurs, les leviers qui allaient produire le plus d'effets sur les bénéficiaires, sur les terrains et sur les accompagnateurs au niveau de l'évolution de leurs pratiques. Donc, par exemple, la communication et vulgarisation des travaux de la recherche passe par des publications d'articles scientifiques et vous pourrez découvrir dans quelques semaines, dans le cadre de ce numéro hors série, les publics en formation et leur place dans les dispositifs, un article coécrit avec Tiffaine Melouette sur la présentation plutôt scientifique, explicative des leviers de cet accompagnement que nous qualifions désormais de capacitant, et je vais revenir sur ce qualificatif. Avec un focus cette fois-ci sur la place donnée aux bénéficiaires eux-mêmes dans la co-construction des différents ateliers et des différentes activités et livrables qui ont fait l'objet des concours nationaux tout au long de la déclinaison de cette expérimentation. Alors, s'il y a quelque chose de novateur dans Détour créatif, ça a été la manière les moyens que les partenaires se sont donnés pour changer la pratique d'évaluation classique de ce type de dispositif en termes d'indicateurs et d'output qui d'habitude sont valorisés, et de se donner cette fois-ci, en accord avec les chercheurs, des indicateurs nouveaux permettant de porter un jugement sur le caractère probant et efficace de ce dispositif, qui ne pouvait, nous, de notre point de vue de chercheurs en sciences humaines et sociales, ne pas se limiter simplement qu'à des statistiques d'entrée et de sortie qui ne disent finalement pas grand-chose sur la plus-value ressentie par les bénéficiaires eux-mêmes du passage à travers ce dispositif. Donc, changer la pratique d'évaluation, c'est d'abord essayer d'améliorer de manière continue la conception du dispositif ou des déclinaisons du dispositif au niveau local, et ça fait l'objet de beaucoup de navettes permettant de suggérer ou de réfléchir ensemble à ce qui devait être déployé au moins de manière commune, de la manière la plus efficace possible pour atteindre les objectifs qui étaient élaborés. Deuxièmement, l'idée, c'était d'être un petit peu plus rationnel que simplement la perception, certes louable, du bon sens ou de l'intuition, en étant persuadés les uns les autres de faire de son mieux et puis d'arriver à produire du résultat. Au-delà des croyances personnelles, tout à fait légitimes, nous, les chercheurs, nous cherchons à dépasser ça et à essayer d'avoir un peu plus de rationalisation. En tout cas, c'est ce que les financeurs cherchent. Ils cherchent des indicateurs de ce qu'on va appeler des données probantes.
Donc, les données probantes passent par le fait de mettre en lumière des mécanismes actifs dans le déploiement des modalités d'intervention, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière un atelier théâtre, qu'est-ce qui se cache derrière un atelier musique, qu'est-ce qui se cache derrière un atelier jeu de rôle, comme levier psycho-motivationnel ou psychosocial qui va potentiellement apporter quelque chose de plus aux bénéficiaires au regard de leur profil spécifique et de leurs difficultés initiales. Donc, s'adosser à des éléments probants, ça passe également par, on va le voir, des choix qui sont hérités de la littérature du domaine, des travaux qui ont déjà été publiés sur ce type d'approche ou de dispositif ou sur ces fameux leviers permettant de faire des choix raisonnés pour mesurer. Donc, Solange, juste une petite seconde. Est-ce que tout le monde voit, est-ce que vous pouvez, comme je vous dis, lever la main ou est-ce que vous pouvez faire un pouce? Est-ce que vous voyez bien le document partagé? Alors, tout le monde lève la main, oui. Est-ce que donc, vous voyez le document partagé? Vous pouvez me mettre un pouce si vous le voyez, parce que j'ai des personnes qui apparemment ne le voient pas. Apparemment, c'est bon. Bon, ben voilà. Je vais donc essayer de résoudre le problème pour la personne concernée. Désolée de l'interruption, Solange. pas de problème. Donc je disais, ça nécessite de s'adosser un petit peu à des travaux, qui ont déjà été publiés dans le domaine, soit de l'accompagnement, soit de l'insertion, soit sur la typicalité de ces publics vulnérables, hem, soit sur, les stéréotypes qu'ils véhiculent, de manière à pouvoir, partir non pas de zéro, mais d'un background, validé au plan scientifique. C'est aussi, du coup, sortir de ces travaux des échelles de mesure, hein, pour mener des enquêtes qui mesurent bien ce qu'elles sont censées mesurer, soit avec des échelles, qu'on a soumis tout au long du projet comme étant, possibles d'être utilisées et qui ont été finalement retenues, mais aussi de devoir créer des échelles nouvelles, qui sont pas toujours d'ailleurs, aussi fiables qu'on aimerait qu'elles le soient pour différentes raisons et donc qui ont été, testées à titre exploratoire, qui n'ont pas toujours été déployées, de manière, on va dire, homogène sur le territoire, ce qui pose d'autres questions, mais qui, se sont révélées pour la plupart, prometteuses, quant à leur capacité à nous restituer des informations sur des objets très précis qui n'étaient pas mesurés jusqu'à présent dans ce type de travaux. C'est ça qui nous intéressait. Ça permet tout simplement d'allouer les moyens au bon niveau. Quand je dis ça, c'est, se donner des moyens, des outils, qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Heu, Là, l'UROF a investi durablement dans une plateforme nationale permettant de faire diffuser à plusieurs reprises, des enquêtes permettant de récolter ces données pour nous faire une approche, comparative, entre l'état d'entrée et l'état de sortie des bénéficiaires, nous permettant de savoir si le dispositif avait un impact justement, avait modifié leur trajectoire, avait modifié leur profil, psychosocial. Donc cette, approche comparée, il y a d'autres approches qui permettent de mesurer, l'impact, d'un dispositif de formation, mais, nous n'étions pas non plus en capacité d'avoir une approche totalement, expérimentale. Donc nous avons totalement expérimentale aurait nécessité qu'il y ait un groupe qui ne bénéficie pas de détours créatifs, qui soit comparé avec un groupe, comme détours créatifs, ce qui n'était pas possible. Donc, dans, le cadre des approches quasi expérimentales, on a fait ce qu'on appelle, des mesures répétées, de comparaison entre l'entrée et la sortie, heu, sur lesquelles sont venues se compléter des données d'observation, des données descriptives, des données qui ont été récoltées auprès de différentes, régions qui nous ont accueillis, Stéphane Ballas et moi-même, pour, heu, pour nous livrer, leur point de vue, et nous permettre de rencontrer les bénéficiaires aussi. Alors innover dans l'accompagnement, vers l'insertion sociale, la formation et l'emploi, ça a nécessité de faire plusieurs hypothèses qui n'étaient pas toujours les hypothèses du commanditaire, c'est-à-dire de l'UROF au départ. Pour nous, on a été obligé d'y mettre, un langage aussi un petit peu scientifique, hein. Je vais expliquer ces termes. C'est que il nous est apparu immédiatement que le gros potentiel qu'il y avait dans des tours créatifs, c'était son caractère développemental. C'est-à-dire un dispositif qui
contribue à impacter durablement l'acquisition et le renforcement de connaissances, mais aussi des compétences qui soient psychosociales, cognitives, en termes de raisonnement, capacité à s'organiser, capacité à se projeter, capacité à planifier, qui sont des compétences essentielles pour pouvoir organiser son projet de retour vers l'emploi, des compétences décisionnelles aussi, et puis des compétences sociales permettant d'améliorer la communication, l'interaction avec autrui, des compétences de communication, bref, tout ce qui est nécessaire pour une remobilisation efficace vers l'emploi. Et donc, cette capacité développementale, elle est tout à fait, de notre point de vue, originale et propre à des tours créatifs, puisque on a une vision assez systémique du sujet. C'est lui-même, dans sa confiance en lui, dans l'estime qu'il a de lui-même, dans sa perception, dans ses compétences, dans ses capacités à les mobiliser dans des situations concrètes de recherche d'emploi, de stage, d'emploi court de type intérim, de participation à des projets. Et puis c'est surtout une meilleure connaissance aussi du couplage de ce sujet avec les situations et les environnements dans lesquels il va être amené à s'éprouver lui-même. Et ces environnements, ils sont ceux de la formation, ou bien ceux de la professionnalisation et des stages, ou bien de l'emploi en lui-même. Donc, renouer un autre rapport à la formation, un autre rapport à l'apprentissage, un autre rapport au travail. Et ça a été possible de notre point de vue parce qu'il y avait des leviers qu'on va souligner ici, qui sont pour nous des leviers développementaux. D'abord, la démarche d'approche par compétences qui est assez exemplaire dans ce projet et qui s'appuie sur le référentiel de compétences RecTech, son usage de manière tout à fait pertinente par les accompagnateurs qui se sont enrichis de cet outil, mais aussi par les bénéficiaires pour un autopositionnement dans l'acquisition progressive de leurs compétences, dans leur montée en compétences, et puis les open badges également, qui ont été introduits inégalement sur le territoire, mais qui ont le mérite d'être introduits comme méthodologie innovante d'autopositionnement et de reconnaissance des acquis, à la fois par les formateurs pour les bénéficiaires, par les accompagnateurs pour les bénéficiaires, mais aussi ce relais de reconnaissance de savoir-être très attendu par les entreprises et qui manquait la plupart du temps à certains bénéficiaires pour être dans la bonne posture pour leur démarchage ou pour leurs entretiens de recherche d'emploi. La question de la démarche par projet et la remobilisation active qui est centrale dans ce dispositif et qui est tout à fait remarquable dans la mesure où ces pédagogies de l'accompagnement, qui sont des pédagogies par projet et orientées apprenants, placent les bénéficiaires au cœur des différents projets qui sont développés et donc les remobilisent tout naturellement, les responsabilisent et contribuent très fortement à leur autonomie tout au long du parcours. Cette pédagogie active que l'on retrouve plutôt dans les formations et plus rarement dans les démarches d'accompagnement, elles vont avec le fait qu'elles s'insèrent dans des ateliers créatifs, originaux, qui sont autant de détours trouvés dans les déclinaisons locales et régionales pour être acteur de son insertion. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, nous, dans ce type de développement. Et enfin, pour terminer, la question de la conception sans couture, qui est aussi l'originalité sur lequel peut-être, Tiffaine, tu pourrais dire 2 mots. Tout à fait favorable aux reconfigurations des trajectoires individuelles des bénéficiaires, c'est-à-dire la capacité dans les 15 mois, tu viendras compléter si je dis une bêtise, à rentrer et à sortir du dispositif pour aller postuler pour un travail en contrat à durée courte, d'intérim ou pas, faire un stage, faire une courte formation et revenir ensuite dans le dispositif. Donc aller chercher finalement, s'autoriser à sortir pour aller chercher ce dont on a besoin et revenir
pour consolider sa trajectoire autour d'un projet fédérateur et personnel. Je confirme Solange. Comme je vous l'ai présenté au départ, en effet, c'est parti, ces temps de formation et de temps en entreprise qui, en effet, peuvent prendre plusieurs formes, comme des missions en intérim, des CDD ou des PMSMP pour des stages, font partie intégrante du parcours et bien sûr avec un suivi individuel qui perdure tout au long de ces temps en emploi ou en formation. Et en plus, dans le sans couture, j'ajouterais une partie qu'on avait déterminée qui était sur un maximum de 3 mois de sécurisation de parcours, justement en solution. C'est-à-dire que le bénéficiaire qui est entré en formation plus durable pour une certification ou une qualification ou sur un poste en CDI, avait la possibilité de continuer à être suivi en parcours pour s'assurer, pardon, être suivi pour s'assurer que justement cette transition se passe bien et on a vraiment vu que ce temps de sécurisation a été important puisqu'on a eu le cas de bénéficiaires qui souhaitaient arrêter en cours de leur période d'essai pensant qu'ils n'étaient pas à la hauteur et qui n'auraient sans doute pas exprimé auprès de l'entreprise qui était, elle, totalement satisfaite de la personne, mais si l'accompagnante n'était pas intervenue, il y aurait sans doute eu une interruption du CDI. Donc voilà, une sécurisation, un parcours sans couture avec une sécurisation même après en solution. Voilà. Donc on a une première hypothèse forte qui est sur la conception même du dispositif et puis on a une deuxième hypothèse qui est en lien avec les effets produits sur les bénéficiaires. C'est-à-dire est-ce que les bénéficiaires, à l'issue du dispositif, perçoivent des accomplissements réalisables? C'est-à-dire est-ce qu'ils se sentent capables de réaliser un certain nombre de choses très concrètement quant à leur remobilisation vers l'emploi. Donc on ne se situe pas que sur la compétence. Il y a beaucoup de gens qui se sentent compétents, mais ils ne sont pas capables d'en faire grand-chose dans les situations dans lesquelles ils sont censés mobiliser ces compétences. Là, très concrètement, c'est est-ce que les gens se sentent compétents, mais est-ce qu'ils se sentent aussi capables d'en faire quelque chose? Donc de remobiliser à bon escient les ressources, et les connaissances acquises lors dans le cadre de ce dispositif. Donc en gros, est-ce que l'expression orale et l'assurance prise lorsque l'on communique à l'oral devant un public, devant une scène de théâtre, migrent en quelque sorte comme une compétence qui leur permet dans une situation d'entretien, d'embauche ou d'entretien de recherche d'un stage ou bien d'un emploi, d'être aussi à l'aise et capable de répondre en termes de posture, de maîtrise du langage et du maîtrise du contenu qui est demandé, de, de performer et de décrocher très concrètement une offre lors de cette rencontre avec le terrain d'emploi. Voilà, donc est-ce que ça va jusque-là? Donc nous, pour mesurer ça, il a fallu qu'on mobilise un certain nombre d'échelles qui permettent de regarder, ce que ça fait à la personne de se sentir capable de s'accomplir de cette manière-là. Donc, il nous a semblé pertinent de mobiliser ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, qui est issu de la théorie, sociale cognitive de Bandura et qui est qu'on appelle en acronyme le SEP, qu'on va vous présenter, qui est un médiateur, ah, Tiffaine, tu as repris la main sur Oui, mais c'est le monsieur qui n'arrive pas à se connecter, mais il a ah. partagé. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez arrêter votre partage parce que là, vous avez bloqué. Bon, je vais rechanger son Allez, je et repartage. vérifier. Ah, merci beaucoup. Je vais rechercher mon fichier. Voilà, on va se recaler sur notre slide. Hop. Voilà. Donc je disais que le SEP est un
un concept en psychologie sociale qui se construit tout au long de notre vie et qui est en lien avec les apprentissages que l'on a acquis ou que l'on co-construit avec autrui, puis c'est un concept psychosocial, hein. Il se fait aussi dans l'interaction et dans les feedbacks que l'on peut avoir de pairs référents. Donc ça peut être des formateurs, ça peut être des personnes de la cellule familiale et c'est en quelque sorte le SEP va servir à prolonger durablement l'engagement dans l'action. C'est une sorte de croyance que l'on a dans notre capacité à réussir face à l'adversité, face aux difficultés de la vie quotidienne ou bien dans des tâches très, très précises. Donc restaurer le SEP, c'est une nécessité pour quelqu'un qui face à l'adversité de sa situation, a baissé les bras, se sent incompétent, se sent, incapable de se lever le matin pour aller, faire une démarche de recherche d'emploi, se sent, marginalisé, et a besoin de reconstruire la confiance qu'il a en lui-même, par rapport à des choses très particulières. Alors contrairement à un concept plutôt de motivation générale, ce qui nous a intéressés dans le SEP, c'est que nous savons très bien que l'accompagnement ou la formation contribue à restaurer, possiblement et à renforcer, ce médiateur de l'engagement durable dans l'action. Quelqu'un qui a un SEP, du feu de Dieu, comme on dit, est capable d'envisager de monter l'Everest, ou bien de faire, de la compétition sportive alors qu'il est malheureusement amputé des 2 jambes ou voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va complètement transformer, les trajectoires d'action des personnes et c'est un concept qui nous intéresse parce qu'il donne la main et un pouvoir extraordinaire aux formateurs ou aux accompagnateurs qui peuvent agir sur certains leviers d'ingénierie, et en l'occurrence dans les pédagogies par projet, sur ce construit-là. Bon, le deuxième concept, on a employé tout à l'heure les accomplissements réalisables. C'est issu d'un concept, enfin d'un modèle qu'on appelle la théorie des capacités, c'est-à-dire de façon très simple, sans euh, vous assommer de ces concepts, c'est que il y a plein de gens autour de vous, sans doute, qui se sentent en capacité. Ils ont, une tête bien pleine, voilà, ils ont la santé, ils ont tout ce qu'il faut et ils sont pas capables d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire ça se transforme pas en compétence, cette affaire-là. Donc on peut avoir des connaissances, une tête bien pleine et ne pas être capable de transformer ça en compétences. Donc les capacités, c'est une chose, ce sont lié aux ressources qu'on peut acquérir. Alors dans un dispositif comme ça, on imagine bien que toutes les ressources et les connaissances nouvelles, construites dans le cadre des ateliers vont alimenter les capacités, mais comment se fait-il que certains arrivent à basculer jusqu'à la compétence et que d'autres, restent porte fermée devant, cette question de la compétence? Donc, ne sont pas capables d'en faire quelque chose dans une situation. Alors on pense, nous, et on pensait dès le départ, que ces détours créatifs permettaient de faire cette bascule entre capacité et capacité pour préparer le terrain des fameuses compétences. Donc on s'est donné le moyen de créer une échelle qui n'existait pas dans ce domaine en particulier. Nous avons fait la même chose pour avoir une échelle de satisfaction générale qui ne soit pas une échelle qui mesure la satisfaction en dehors de ce contexte particulier. Nous avons créé quelque chose sur mesure pour des tours créatifs avec des questions qui allaient porter tantôt sur le contenu, tantôt sur la nature de l'accompagnement, dont les bénéficiaires, pouvaient avoir les bénéficiaires ou bien, en lien avec, le nouveau rapport qui était possible, autour du travail. Bien sûr, après, il nous fallait quand même des outputs assez classiques et partagés, dans ce domaine. Donc, un taux significatif de personnes en emploi, un taux significatif de personnes en formation qualifiante et puis un faible taux, d'abandon qui sont, d'habitude les outputs pour lesquels les financeurs se contentent, la plupart du temps d'avoir ça. Donc, là, on a quelque chose d'un petit peu plus, robuste. La troisième hypothèse qui était la nôtre, c'était que le travail des accompagnateurs, était différent et nécessitait peut-être aussi une formation de ces accompagnateurs pour utiliser tous ces outils, toutes ces échelles et que donc c'était novateur et ça permettait de penser autrement, les relations avec les acteurs des réseaux territoriaux, que ce soit les agences d'intérim ou bien, les missions locales, par exemple, sans s'y limiter.
Hem, alors, ce principe structurel de la séquentialisation des actions sur ce temps long, pouvait mettre à l'épreuve justement les accompagnateurs en les sortant de leur pratique ordinaire et précisément, Tiffaine, tu peux peut-être dire 2 mots de ce qu'on appelle la séquentialisation classique et ce sur quoi justement, faisait une inversion assez subtile, heu, les modalités de détour créatif? Par rapport, je pense que tu veux dire, oui, des actions entre, lever des freins, puis, insertion professionnelle. Là, on Mmh. n'était pas forcément en effet, on était plutôt sur un travail en parallèle, à une levée des freins et en parallèle, un travail sur l'insertion professionnelle et comme vous l'avez vu, je repars encore sur mon petit schéma de départ avec des petites flèches un peu partout. Vous voyez bien que c'était pas hiérarchisé. C'est-à-dire, comme je l'ai dit aussi, c'est, vraiment, tout le travail d'accompagnement des accompagnants, accompagnantes qui doivent lever à tel moment, telle ou telle action, telle activité, en fonction du groupe, mais aussi de chaque individu. Donc, il y a vraiment un travail individuel et collectif. Et donc, on n'a pas en effet, de séquences et de briques qui sont activées à telle période. C'est-à-dire, premier mois, c'est telle brique, deuxième mois, c'est telle brique. Là, on était vraiment ben, comme on le disait tout à l'heure, sans couture et donc de l'adaptation perpétuelle, d'où la flexibilité dont je parlais tout à l'heure par rapport aux accompagnants, accompagnantes. Merci Tiffaine. Et donc justement, comme tu le disais, cette conjugation de temps, travail et accompagnement, donc aller faire un job et puis, être de nouveau accompagné, individuel et collectif, dans et en dehors du dispositif, c'est ce fameux sans couture qui est juste, génial en termes de 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 reliance en fait et de systémique et c'est ça qui est peut-être, de notre point de vue, un des éléments les plus fonctionnels, de cette expérimentation. On va voir, ce que ça permet, mais c'est déjà une alternance, et une reliaison qui est profondément développementale. C'est aussi, dans l'accompagnement, des bénéficiaires, l'utilisation de nouveaux outils. Et nous, on a vu que localement, certains OF, développaient leur propre support de travail, pour utiliser le référentiel RepTech, pour développer les open badges, et beh, évidemment, la difficulté et ça, on le savait, c'était que ces accompagnateurs, soient acculturés au fait faire renseigner régulièrement des échelles qu'on vient de vous présenter, notamment, à chaque fois qu'on commence une nouvelle cohorte, il faut faire le point de T1 et une fois que on arrive à la fin, faire le point de T3, la sortie. Donc c'est du travail supplémentaire, mais comme toute tâche, si on n'a pas construit suffisamment bien le sens d'usage, eh ben, il y a des loupés dans la raquette et on va voir qu'il y en a eu pas mal, qui nous permettent pas de toujours avoir une analyse suffisamment détaillée de certaines régions. Là encore, il y a des régions dans lequel il y a du sans faute, d'autres dans lequel il y a malheureusement eu aucune donnée de renseignée et c'est un petit peu dommage. Mais, lorsque ça a été fait, ça a été bien fait et ça va permettre de communiquer sur, les leviers, qui agissent vraiment. Et enfin, il y avait aussi cette idée au-delà du sujet lui-même, du sujet aux situations, le sujet est l'environnement de permettre à ces bénéficiaires, grâce à l'accompagnement donné, de travailler différemment avec les agences d'intérim ou les missions locales. Là encore, il y a eu, des trous dans la raquette, tout simplement parce que, le public bénéficiaire de détours créatifs s'est stabilisé au fur et à mesure et puis, un dispositif qui était aussi pensé peut-être, de notre point de vue, plus pour les personnes chômeurs de longue durée très éloignés de l'emploi, s'est orienté tout naturellement avec le pic vers des jeunes de moins de 30 ans éloignés du premier emploi et donc avec des enjeux pour ces jeunes d'avoir des compétences leur permettant de monter un projet qui passe par une formation qualifiante et donc là aussi les partenaires, se sont révélés être différents en fonction des publics sourcés et
des choix qui étaient déclinés localement. Donc il y a des régions où ça a été plutôt des chômeurs, d'autres où c'était franchement des jeunes de moins de 30 ans, d'origine très diverses, avec parfois des personnes, des migrants en situation de grande précarité. Dans tous les cas, ces personnes avaient quand même comme point commun une grande vulnérabilité, que ce soit l'absence de maîtrise de la langue, l'absence de parfois des troubles psychologiques, parfois des barrières de logement, d'accès aussi au réseau des transports, des problèmes de relations sociales. Donc tous ces problèmes qui font quand même qui donne quand même un caractère très particulier à ces populations vulnérables, donne lieu aussi à des compétences chez les accompagnateurs qui sont loin d'être simples. Et là encore, il y a un enjeu très fort dans ce type d'expérimentation, c'est qu'il y ait une stabilité des effectifs dans les OF qui prennent en charge les cohortes, parce que quand il y a voilà, un vrai savoir-faire local en termes d'accompagnement psychologique ou de levée de certaines barrières en lien avec l'angoisse, le stress, l'hygiène, etc., ben, ce sont des interlocuteurs précieux pour les bénéficiaires. Et lorsque ces acteurs-là, pour une raison ou une autre, quittent les OF en cours de cohorte, hein, bien, ça crée une rupture de lien très fort avec les bénéficiaires et ça fragilise d'autant la capacité du collectif à arriver à ses objectifs. Donc ça, c'est quand même très, très, très important. Ça veut dire aussi que les OF qui ont réussi à performer dans le cadre de cette expérimentation des tours créatifs ont des équipes tout à fait remarquables qui doivent être reconnus de par leurs compétences à juste titre. Voilà, accompagner des publics comme ça dans un dispositif expérimental comme ça, c'est quand même très louable, très remarquable et ça mériterait d'être davantage reconnu. En tout cas, un grand merci pour les équipes qui ont fait un travail parfois tout simplement extraordinaire et qui nous ont accueillis sur les territoires en toute transparence. Je vois que tu changes de slide, donc je me permets juste d'ajouter une Ah, petite chose. excusez-moi. C'est Oui. sur cette prise, sur ce dernier point que tu viens d'enlever, il y a, oui, le côté fidélisation des équipes, etc. Mais on s'est aussi rendu compte, parce qu'on a travaillé avec les 5 organismes qui accueillent encore des bénéficiaires et pour qui ça a dû arriver pour un congé maternité, etc. On s'est rendu compte ça pouvait marcher s'il y avait une bonne passation qui se faisait. Ça nécessite forcément un relais, mais même si on se dit que c'est compliqué, parce que c'est clair que pourquoi ça l'est, parce que sur ce dispositif, il faut vraiment créer un lien particulier entre l'accompagnant, l'accompagnante et les bénéficiaires, enfin le bénéficiaire, je vais dire individuellement, pour que ça fonctionne. Mais il y a des relais possibles et ça peut quand même fonctionner, même si il y a des changements qui sont parfois qu'on peut pas qu'on peut pas hum, qu'on peut pas prévoir et qu'on peut pas changer quoi. Donc, mais c'est possible que ça fonctionne quand même avec un bon relais de fait entre les deux accompagnants quand il y a un départ. En tout cas, il y a un caractère qui est important, c'est la stabilité. Quand on fait ce type d'expérimentation où c'est cousu, de manière, tellement fine que la stabilité des équipes est une garantie pour le financeur qu'à un moment donné, les objectifs seront tenus. Bien sûr, on peut faire des pirouettes et on peut retomber sur ses pattes, mais trop de turnover dans certains OF, ça rend impossible, la performance dans ce type, d'accompagnement quand même. Voilà, donc la, dernière partie que je vais vous présenter, c'est une présentation des résultats, puisque là, on a surtout évoqué un petit peu la mise en contexte. Donc, ce que nous avons fait dans le cadre du CNAM, c'est clair, c'est que nous avons fait une approche qui essayait d'être la plus proche du terrain. Ah donc on a, dans un premier temps, on s'est déplacé,
en PACA, en Hauts-de-France et Paris, Île-de-France, pour rencontrer les équipes et rencontrer une déclinaison de détours créatifs avec des partis pris assez différents au niveau des détours, justement. Avec cette fois-ci la volonté d'être dans la compréhension, dans la description, dans l'observation. On a filmé, on a pris des photos, on s'est entretenu avec les acteurs, on s'est entretenu avec les bénéficiaires, on s'est entretenu avec les OF, avec les accompagnateurs, avec parfois des partenaires, missions locales ou ANPE. Et ça, c'est très important d'avoir le point de vue des différents acteurs de ce type de dispositif. Et puis, on a pu faire, lorsque toutes les échelles étaient correctement renseignées, ce qu'on appelle un test d'échantillons indépendants. Donc, on a considéré que PACA était différente de Paris ou Hauts-de-France pour pouvoir comparer et mettre en évidence des différences entre les différents groupes de bénéficiaires de ces régions, pour mettre en exergue en quoi, par exemple, les détours créatifs de PACA étaient moins bien ou mieux que Paris ou que Hauts-de-France, ou tout simplement en quoi les détours créatifs allaient travailler les leviers que j'évoquais tout à l'heure, des leviers tantôt psychosociaux, tantôt comportementaux, cognitifs, etc., etc., pour regarder plus précisément, ouvrir la boîte à Pandore et regarder, en PACA, ça marche et c'est basé sur tel principe. En Paris, ça marche et c'est basé sur tel principe, etc., etc. Parce qu'il y a une telle diversité qu'encore faut-il, nous fallait-il pouvoir avoir quelques exemples emblématiques pour dire, le théâtre, ça sert à ça, la musique, ça sert à ça, les projets culturels, ça sert plutôt à ça, ça va travailler plutôt tel et tel levier, et donc on peut comprendre que ça va matcher avec un public qui est plus âgé ou bien qui est plus jeune ou qui a tel problème plutôt que tel autre problème ou telle difficulté. Et ça, c'est important parce que pour que la mayonnaise, elle prenne, pour que les données soient probantes, encore faut-il que ça matche par rapport au profil des bénéficiaires, à leurs difficultés et par rapport aux caractéristiques de retour vers l'emploi propres au territoire dans lequel ces personnes se trouvent. Nous avons également fait une autre stratégie, c'est celle dans laquelle nous sommes en train de travailler maintenant et que je vais évoquer et qui fait l'objet de la publication dans la revue Éducation permanente. C'est se doter cette fois-ci dans une approche modélisatrice et explicative, d'une démarche plutôt quasi expérimentale, pour identifier très précisément ce sur quoi ça agit. Voilà. Dans la remobilisation vers l'emploi. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé en fait l'entrée et la sortie de différents groupes, et puis avec des tests psychométriques particuliers qu'on appelle des échelles à mesure répétée sur des échantillons, des groupes à parier, donc des groupes qui sont différents, avec cette fois-ci le souci de se demander si le petit échantillon que nous avions là avait une chance d'être représentatif de la population au sens large visée. Parce qu'on ne peut pas y avoir d'essaimage si on n'est pas sûr que ce qui se passe avec une centaine de personnes soit vraiment représentatif de tous les profils en question. Donc, on a utilisé pour ça une technique de rééchantillonnage qui nous permettait de passer, si vous voulez, d'un échantillon Paris, PACA, voilà, inférieur à 600 personnes sur une échelle plus grande de 1000 personnes. Donc, si nos tests fonctionnaient avec le petit groupe et fonctionnaient aussi avec la technique qu'on appelle le bootstrapping, ça nous permettait d'avoir un caractère beaucoup plus probant de nos résultats. Voilà. Donc là, ce que je vais vous présenter comme résultat dans le quart d'heure qui me reste, ce sont les focus qui ont été faits sur la région PACA, où il y en a des projets artistiques de type création musicale, et puis Hauts-de-France, où on était plutôt sur des projets culturels et sportifs. Donc, l'enquête, elle a été renseignée sur les 9 régions, mais malgré tout, toutes ne nous ont pas permis d'avoir des données exploitables au plan scientifique, tout simplement parce que si quelqu'un a renseigné l'enquête au démarrage, mais n'a pas renseigné à l'entrée, il sort de notre échantillon. Il faut vraiment qu'on ait des groupes
avec une entrée et une sortie pour pouvoir les comparer. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu de presque la moitié, hein, entre le projet d'accompagnement de plus de presque 600 personnes. On est tombé jusqu'à 207 données exploitables. Et donc là, sur le focus qu'on vous propose, on est redescendu à 44, c'est-à-dire des bénéficiaires qui ont rempli du début jusqu'à la fin l'ensemble des échelles mesurées, parce que parfois il n'y avait que 2 échelles sur 5 qui étaient renseignées. Et nous avons fait cette technique pour extrapoler à 1000. Donc déjà, si on repart sur les outputs classiques attendus des commanditaires, c'est-à-dire les chiffres statistiques de sortie, ben, vous voyez que d'abord, en tout petit, en haut à droite ici, vous avez les chiffres clés de l'échantillon comparé, d'accord, qui sont assez proches de l'échantillon global sur l'ensemble des, des bénéficiaires des tours créatifs, avec au niveau global 35% de retour en emploi. Là, en ce qui concerne ce qu'on va vous montrer, 32%, c'est assez proche. 20% en formation, sortie en formation 20%, et autres dispositifs divers et fractionnés aux alentours de 23%, en sachant que ce qu'on a mis dans les taux d'abandon est tout à fait à discuter et à retravailler, parce que le taux d'abandon, ça peut être quelqu'un qui est sorti du dispositif sans se manifester officiellement, on n'a plus de traces de la personne, mais il n'a pas forcément abandonné pour les mêmes raisons qu'on associe la question de l'abandon de manière traditionnelle. Bon, Tiffaine reviendra dans les questions, éventuellement à éclairer ce point. Surtout dans un dispositif sans couture où on peut sortir et rentrer, un abandon, c'est autre chose qu'une simple sortie. Voilà. Donc, on voyait au niveau du profil, nous avions décidé de comparer ces groupes parce qu'ils étaient comparables, avec une moyenne d'âge et une répartition homme-femme qui était à peu près, on va dire, comparable, avec simplement plus de bénéficiaires du RSA dans les Hauts-de-France par rapport à la région PACA. Alors, je vais revenir sur le premier résultat, les premiers résultats en lien avec les dimensions psychosociales. Alors, je suis obligée de passer par des tableaux un peu rébarbatifs, mais je vais essayer au-delà du langage de la recherche, de faire simple, hein, et de les interpréter pour vous. Donc, quand on fait une approche comparée avec un groupe et on cherche l'entrée et la sortie, et vous regardez un petit peu, on va regarder les moyennes et on va regarder sur les échelles qui sont mesurées s'il y a une évolution de ces moyennes ou de ces médianes. Et en ce qui concerne la dimension psychosociale, je vous parlais tout à l'heure du SEP hérité des travaux de Bandura. Ben, on a 3 dimensions qui sont mesurées et qui veulent dire des choses très différentes. Ce que vous avez ici des acronymes, hein. SEPP, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est cette croyance face à l'adversité, mais à la difficulté, en lien avec des tâches très spécifiques. Donc, par exemple, je ne me crois pas capable de mener un entretien à l'oral. Bon, c'est une tâche très circonscrite, hein, qui va être mesurée par le sentiment d'efficacité personnelle. Le SEPS, sentiment d'efficacité sociale, ce sont des tâches qui renvoient cette fois-ci à une dimension d'interaction et de communication avec autrui, dont on sait qu'elles sont essentielles pour les démarches de recherche vers l'emploi et de travail. Et le SEP général, qui est justement, il est général, c'est-à-dire qu'il renvoie à la confiance que l'on a dans ses capacités à s'en sortir dans la vie en général et pas dans des tâches particulières. Donc, il y a une dimension beaucoup plus globale. Et on peut tout à fait avoir le sentiment de s'en sortir dans la vie face à des difficultés et de ne pas se sentir capable de faire un CV. Vous voyez, il y a des choses un petit peu différentes. Donc, on pensait que la pédagogie par projet et la co-conception par les bénéficiaires allaient renforcer notamment l'expression orale en français, qui est une tâche particulière, ouais, avec le SEPP, et favorise la socialisation. Ben, par exemple, ça c'est le SEPS. Donc, il nous fallait 3 dimensions pour être sûr de pouvoir dire la dimension psychosociale est impactée par les détours créatifs qui sont faits. Et là, ben, comme vous pouvez le voir, vous avez la colonne T, temps 1, temps 3 à chaque fois, qui est ici sur cette partie gauche. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Alors,
Hop, voilà. Voilà. Ici, vous avez les temps hein, qui sont comparés. Ici, On vous le avez voit les ton moyennes. curseur, ta flèche, hein, Voilà, ok. c'est-à-dire. Quand j'ai mis ici entre fluo, ben, ça veut dire que au début du dispositif, le SEP personnel était inférieur, puisque là, il a monté de, de presque 0,60. C'est significatif, je vais l'expliquer. Et puis, quand on regarde aussi sur les médianes, c'est-à-dire la médiane, contrairement à la moyenne, elle inclut la différence qu'il y a entre celui qui a eu le plus gros chiffre et celui qui a le chiffre le plus faible. Voilà. Alors que la moyenne, elle va aplatir et elle nous donne une dimension un peu standardisée. Donc, on va regarder les deux pour pouvoir dire. Ce que je peux déjà vous dire et ce que je vais vous présenter, c'est que les 3 dimensions, parce que vous voyez que c'est coché en fluo, les 3 dimensions du SEP ont évolué. Donc oui, les activités artistiques, la musique, le théâtre ont permis aux bénéficiaires d'exprimer leur personnalité, de dépasser leur trait de timidité et de renouer avec une vie sociale. Et la co-construction en lien avec le référentiel RepTech d'approche par compétences leur a permis, et avec les Open Badges aussi, de valoriser leur capacité de réussite et leur savoir-être, et donc d'être plus performants dans des tâches très concrètes comme mener un entretien, chercher un emploi concret, choisir sa formation ou bien réaliser un CV. Donc on va être sur des tâches très très concrètes. Je vais revenir sur ça maintenant. C'est là la partie un petit peu plus rébarbative, donc pardonnez-moi, mais je vais devoir le dire en mots beaucoup plus simples pour vous à l'oral. Ben, oui, le sentiment d'efficacité personnelle augmente de manière significative, c'est-à-dire à 0,76, avec ce qu'on appelle une puissance d'effet, c'est-à-dire c'est un calcul statistique qui nous permet de nous dire est-ce que cette différence de moyenne, elle est durable dans le temps. Quand on cherche à mesurer un impact durable de quelque chose, il faut qu'il y ait des indicateurs d'effet qui soient assez forts pour ne pas se diminuer avec le temps. Donc là, oui, avec un chiffre comme ça et une puissance d'effet de 0,40 par rapport à notre échantillon, nous sommes sur un effet assez satisfaisant qui s'explique par des réussites concrètes hein, dans des tâches administratives, personnelles et des tâches spécifiques. Et il est également très, très colériste. Il y a une corrélation, c'est-à-dire que les 2 mouvements vont ensemble. Ce SEP, il va ensemble avec le sentiment de se sentir capable de faire les choses et de le faire concrètement, ces fameux accomplissements réalisables, avec une corrélation qui est importante ici, point 32. Donc les 2 phénomènes vont ensemble. Le SEP personnel, quand il augmente, ça va parce que les capacités augmentent aussi. Mais ça ne veut pas dire que l'un explique l'autre, bien évidemment. Mais ça vient conforter ce résultat. Le sentiment d'efficacité générale face aux adversités de la vie, ben, on a également une augmentation extrêmement importante de 1,16 avec un effet très important de 0,50. C'est-à-dire que là, ce sentiment de se sentir plus robuste face, alors qu'on était quelqu'un de vulnérable, vous voyez? On change de paradigme. De quelqu'un de vulnérable, de timide, on devient quelqu'un qui est capable de faire face à différents défis, et Dieu sait que de retrouver un emploi ou de s'insérer, c'est changer de paradigme. Ça veut donc dire que là aussi, cette perception d'adaptation générale des bénéficiaires face aux situations de leur vie, c'est-à-dire, faire ses courses, se déplacer dans une zone géographique en employant les transports en commun, être moins dépendant des médicaments, etc. Voilà, concrètement, des choses qui ont été très valorisées. Et c'est aussi, vous voyez, corrélé, ça va dans le même sens que ces fameux accomplissements réalisables, voire même plus que le sentiment d'efficacité personnelle qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, le SEP social, c'est peut-être là où on a performé le plus dans ce projet expérimental. Bravo et félicitations, c'est génial. Ce SEP social, c'est retrouver la confiance dans autrui, dans soi-même, dans sa relation avec les autres. C'est indispensable pour trouver un emploi, pour décrocher un job, pour se former. Donc là, nous avons une progression de 2 points entre l'entrée et la sortie, avec une taille d'effet de 0,67. C'est durable, c'est-à-dire qu'il va dans le temps, perdurer des choses après la sortie des personnes. Et ça, c'est très précieux parce que la plupart du temps, quand on vous dit il y a des outputs, OK, il y en a 35% qui sont en emploi. Super.
Très bien. Il y en a 20% qui sont en formation, super. Mais est-ce que tout ça ne va pas retomber comme un soufflet? Pour les gens qui ont financé ce type de projet, c'est important d'avoir ces retours d'impact parce que c'est ça qui dit les leviers sur lesquels vous avez déployé de l'énergie servent concrètement à quelque chose. Voilà, donc ces résultats indiquent que les personnes se sentent plus à l'aise dans leurs relations interpersonnelles, capables de collaborer efficacement, de maintenir des relations positives et de gérer des situations sociales complexes. Donc ça, c'est peut-être un des résultats les plus marquants de Détour créatif. Le deuxième indicateur sur la satisfaction. Alors, pour nous, la satisfaction, c'est une espèce d'indicateur, on va dire, fourre-tout, parce que quand les personnes sont contentes des locaux, contentes de l'environnement, bon, bah, elles sont satisfaites. Bon, on a essayé de créer une échelle qui soit quand même plus fine que ça, puisqu'on a la satisfaction dans l'organisation de l'accompagnement, la satisfaction sur le contenu qui est abordé pendant ce dispositif, la satisfaction vis-à-vis des intervenants et la satisfaction vis-à-vis des bénéfices escomptés. Alors oui, il y a une augmentation sur tous les items, ils sont ici, mais ce n'est pas parce que ça augmente que c'est statistiquement significatif. Donc ça veut dire que de manière générale, tous les scores de satisfaction ont augmenté. C'est une tendance qui permet simplement de nous dire qu'il y a, de manière globale, des personnes qui sont très contentes d'avoir pu bénéficier de ce dispositif. Mais vous voyez, la taille des faits est assez modérée et on ne peut pas dire que cette satisfaction pourra durer éternellement, on va dire. Mais c'est une tendance très positive. Mais il n'y a pas de données qu'on appelle significatives de manière générale. Dans l'ensemble, les gens sont très satisfaits. Voilà. Mais avec ça, nous, au plan scientifique, on ne fait pas grand-chose, on va dire. Mais c'est plutôt positif, très positif. En ce qui concerne ces accomplissements réalisables, ces compétences, est-ce que les gens ont appris à faire des choses? Est-ce qu'ils ont développé des compétences? Est-ce qu'ils se sentent capables de les remobiliser? C'était une échelle centrale pour nous, exploratoire. On l'a testée pour la première fois dans ce contexte-là. Est-ce qu'elle est robuste? Est-ce qu'elle tient ses ambitions? Oui. Alors, nous avions ici plusieurs dimensions qui étaient mesurées. Alors, les facteurs de choix, je vais expliquer ça, c'est très important. Quand on subit, quand on n'a pas de répondant, on fait des choix par défaut. Et ces choix par défaut ne sont pas épanouissants pour les personnes. Et surtout, ne donnent pas des stratégies durables. Être capable de choisir, c'est un acte de liberté, mais c'est aussi un acte de responsabilité. Quand les gens ont les connaissances et les compétences leur permettant de faire des choix raisonnés, ils sont plus forts. Ils sont plus forts dans leur trajectoire de développement. Donc ces facteurs de choix, c'est parfois dire oui à un stage, oui à un contrat court, oui à une formation ou non. Non, je ne vais pas répondre à ce projet à court terme ou à moyen terme parce que je me rends compte que ce n'est pas ça que je veux faire et j'ai envie de rester avec vous encore un peu pour construire des compétences durables me permettant cette fois-ci d'aller chercher un job dans lequel j'ai plus de chances de rester longtemps. Les ressources internes et externes, ça peut être des connaissances, mais ça peut être aussi des relations sociales de pairs, une stabilité de la famille, des connaissances dans un réseau qui permet d'avoir les bons interlocuteurs. Donc, les accomplissements réalisables, c'est qu'est-ce que je suis vraiment capable demain et aujourd'hui de faire. Et puis, ces fameux facteurs de conversion, alors je vais vous dire quelque chose de très simple, le fait d'avoir un accompagnateur, l'accompagnateur, il va permettre de convertir ses ressources en compétences quand il va faire un accompagnement avec le référentiel RepTech. Et peut-être que les fiches aussi d'accompagnement et d'autopositionnement, qui ont été parfois extrêmement bien élaborées, vont permettre aussi de faire migrer une connaissance que l'on a sur un geste ou une expérience en validation d'acquis, par exemple, de l'autre côté. Donc ces chiffres sont tous ici, vous voyez, en fluo, ça veut dire qu'ils ont tous augmenté. Donc les gens sont plus capables à la fin du dispositif qu'ils ne l'étaient au début. Et pour certains, ils sont non seulement capables, mais ils sont concrètement plus compétents et plus qualifiés.
Alors concrètement, les ressources internes et externes ont une augmentation avec un effet moyen de 0,48, mais une augmentation assez importante. Donc les gens ont plus de ressources qu'ils ne l'avaient au départ. Par exemple, très concrètement, ils mobilisent des moyens permettant de travailler leur projet professionnel. Ils savent comment se valoriser auprès du futur employeur. Voilà, avec, vous voyez là, ce sont des illustrations, hein, de questions et de réponses qui ont été apportées, qui vont étayer ces histoires de ressources supplémentaires. En ce qui concerne les accomplissements réalisables, eh bien là aussi, c'est significatif avec un effet aussi qui est moyen et qui sera donc durable, avec une nette progression avant et après. Par exemple, ils sont capables de prendre en compte les attentes des entreprises ou d'ajuster leur CV à une démarche de recherche de stage. Ces fameux facteurs de conversion, alors là aussi, sont en nette progression, avec une différence assez importante, avec un effet durable très important aussi. Par exemple, ils savent s'adresser davantage aux institutions, pouvant les aider dans leurs projets. Ils s'appuient sur des personnes référentes pour les aider. Ils s'impliquent activement dans la construction de leurs projets professionnels. Bref, des indicateurs tout à fait pertinents pour la recherche vers l'emploi. Et je vous demande de regarder plus particulièrement ce chiffre qui est très important, avec s'impliquent activement dans la construction de leur projet professionnel. C'était une ambition de Détour Créatif de les rendre coacteurs de leur projet professionnel. Et je dis, c'est réussi et c'est réussi durablement, avec un effet qui sera durable dans le temps. Les facteurs de choix, c'est par exemple sélectionner les bonnes entreprises en adéquation avec son projet professionnel. Là aussi, nous avons un score qui est durable et qui est très important. Donc, je suis en train de vous présenter des résultats qui disent Détour Créatif, ça marche. Et ça marche d'un point de vue statistique et ça marche d'un point de vue scientifique. Et ça, c'est très important de pouvoir montrer ça dans le but d'un essaimage, dans le but peut-être d'une inspiration pour donner un autre avenir à Détour Créatif. Donc, ce que nos résultats montrent et qui ne tiennent pas que dans ces slides de présentation et dans le temps qui m'est imparti, mais je vous invite à consulter durablement le rapport qui a été fait et puis les publications qui sont acceptées et qui vont être prolongées, parce qu'on n'a pas terminé ce travail de publication, pour découvrir tous ces résultats. Les compétences relationnelles et comportementales sont la clé dans la formation à l'emploi et elles participent au processus de construction. Ce n'est pas une finalité, c'est un point d'entrée. Donc, travailler ces compétences après le projet, ça ne marche pas, l'inverse fonctionne. C'est ce que Détour Créatif montre avec le principe du sans couture. Concrètement, l'orientation donnée par l'accompagnement autour des projets créatifs et professionnalisant les place vraiment les bénéficiaires comme des acteurs actifs et ça marche très très bien. Ce dispositif montre aussi qu'il est plus efficient de prendre du temps avec les bénéficiaires qui ont tous un rythme différent et des problématiques différentes. C'est important de respecter cela pour obtenir des objectifs plus durables. Donc, on prend plus de temps au départ, mais on a plus d'efficacité à la sortie et des efficacités durables avec ces fameuses puissances d'effet. Et puis surtout, ce dispositif, il a humanisé les relations avec les bénéficiaires qui ne sont pas juste des chômeurs, juste des vulnérables, juste des bénéficiaires du RSA. C'est monsieur et madame un tel qui ont telle problématique, telle difficulté et qui ont été accompagnés avec beaucoup d'humanité dans ce dispositif. Donc nous, il nous semble maintenant qu'une grande partie de l'essaimage de ce projet, c'est surtout la formation des accompagnants et le partage d'expertise entre accompagnants des pôles régionaux qui ont le plus performé, en quelque sorte, et qui vont devenir potentiellement des passeurs de bonnes pratiques pour des nouveaux OF qui voudraient reprendre l'expérimentation ou s'en inspirer, et notamment essaimer à partir d'outils locaux qui ont été développés avec beaucoup de pertinence dans certains OF, hein, et qui ont montré leur pertinence durable tout au long de ces 15 mois et des différentes cohortes. Voilà. Je repasse la main maintenant à Tiffaine pour la conclusion et la parole donnée aux bénéficiaires. Merci de votre attention.
Merci beaucoup Solange, je veux bien. On peut arrêter le partage. Bon après, je peux commenter rapidement ça, mais j'ai très envie de donner rapidement la parole aux bénéficiaires Bien sûr. qui vont venir en fait juste imager un peu, donner des exemples concrets de ce que tu viens d'exposer, hein, tu voulais ajouter quelque chose? Non, est-ce que tu veux que D'accord. j'arrête le partage de cet écran? Oui, je veux bien. Comme ça, on commence si ça va à tout le monde. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais n'hésitez pas. Je vous propose qu'on continue avec les témoignages, comme je viens de vous le dire. Mais s'il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas. N'hésitez pas encore une fois à lever la main si vous souhaitez intervenir ou poser une question en direct live et que j'ouvre votre micro. Donc, je commence sans trop attendre, puisqu'il nous reste un peu, à peine plus d'un quart d'heure par Baptiste. Je vais poser de toute manière les questions aux bénéficiaires. Je lance la main à Baptiste, qui est un bénéficiaire de l'AFP2I dans les Hauts-de-France et qui est accompagné de Guillaume Buquet, qui est son accompagnant. Alors, première question, Baptiste. Quelles étaient vos attentes avant d'intégrer le dispositif sur le dispositif? Notre attente, c'était déjà trouver un projet pro, aussi de rencontrer des nouvelles personnes, vu que des fois on se sent seul à force qu'on n'a rien à part et tout ça. Donc après, voilà, on a juste rencontré des Donc, c'était personnes. travailler votre projet professionnel et vous resociabiliser, en fait. C'est ça, Ouais, c'est ça, Baptiste? c'est ça, c'est ça. Ok. Et est-ce que ça a répondu à ces attentes, là, pour le moment? Oui, 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 oui. On a un groupe très soudé, donc ça marche du tonnerre avec ça. Et pour le projet pro, il y en a qui, oui, par exemple, moi, au début, j'avais pas de projet. Après, j'ai fait un forum et j'avais trouvé une formation pour être assistant comptable. Et j'ai fait la formation, tout ça, mais j'ai pas été pris. Mais après, voilà, je Vous leur parlais. rebondissez. Ouais, c'est ça. Ok, donc vous êtes toujours en train de travailler le projet et chercher une autre formation. Oui, c'est ça. Super. Merci Baptiste. Je passe la main du coup alors, à Sandrine Marcus, qui est accompagnante donc du coup dans l'organisme de formation AMS Grand Sud à Toulouse et qui est accompagnée de Moïb Sidi Gouro, c'est bien ça, Oui, et oui, Adebisi Confort Akin Moyero. oui. J'ai pas écorché? Ça va. Ça va. Ouais, bon. N'hésitez pas à vous représenter. Du coup, même question pour vous, mesdames. Qu'est-ce que vous attendiez de Détour Créatif avant de rentrer dans le dispositif? Euh, Bonjour à tous. Enfin, Avant d'entrer dans cette formation, nous espérons améliorer nos compétences linguistiques, écriture, la grammaire et la prononciation. Et bien sûr, nous y avons progressivement. Encore, pendant la formation, nous avons découvert le mode de travail et son fonctionnement. Pour l'exemple, elle apprend à comment construire un CV, à lettre de motivation, faire des ateliers numériques, et comme trouver un stage ou formation. Aussi, nous avons eu l'occasion de faire beaucoup d'actifs différents tels que D'activités différentes, planifier des visites d'entreprises, pardon, visiter des musées, faire du théâtre, de la radio, etc. Ok. Mais du coup, c'est ce que vous attendiez? Vous attendiez à faire tout ça avant d'entrer dans Détour Créatif? non. Est-ce que vous pensiez que vous alliez faire tout ça, tout ce qu'on a fait, est-ce que vous pensiez qu'on allait faire tout ça? Oui ou non? Avant d'y aller? Non. Ah, Moïb. Non, voilà, Moïb. Est-ce que pour vous, vous pensiez qu'on allait faire tout ça? Non. Pourquoi? Pourquoi non? Parce qu'on fait beaucoup. On vous voit pas bien du coup. Je pense non. Non. Oui. Et pourquoi non? On est, on est après, on a fait beaucoup.
comme le théâtre, comme le radio, comme les stages. Oui, vous ne pensiez pas qu'il y avait tout ça. Mm. Il me semble qu'en préparant justement ce webinaire, ça a été un peu le sujet, donc on a abordé, si vous pouvez compléter Guillaume et Sandrine, peut-être sur le fait qu'ils n'attendaient pas. On a travaillé hein, la Oui. petite slide que vous avez présentée, Solange, à la fin, c'est ce qu'on a travaillé ensemble avec les bénéficiaires lors du dernier comité des bénéficiaires. Et c'est ce qui est un peu ressorti qu'ils ne s'attendaient pas à. Ils pensaient surtout que ça allait être un dispositif qui était, qui était sur l'insertion professionnelle et ils n'avaient pas en vue tout ce qu'il y avait sur le détour créatif, justement, projet collectif, etc. C'est ça, Guillaume? Oui, tu as tout à fait raison. En fait, si tu veux, il y avait une vision qui était plutôt d'une démarche assez conventionnelle sur de l'insertion professionnelle. Et là, pour beaucoup, et même pour nous, pour ceux qui ont découvert ça, c'était vraiment la découverte d'une autre méthode, d'une autre façon de faire, hein, prendre des détours hein, pour arriver finalement à un résultat. Et ça, c'est quelque chose qui a été très enrichissant. Et je dirais des deux côtés, hein, je parle des deux côtés, que ce soit accompagnant que bénéficiaire. Mais c'est ça en fait l'idée. On est parti d'une conception qui était assez classique, je dirais, de l'insertion professionnelle, à un système, à un parcours, à une démarche qui est complètement originale et qui est parfaite pour valoriser des compétences, des savoir-être, des savoir-faire. Voilà. Sandrine, tu as quelque chose à ajouter de ton côté? Oui, comme dit Guillaume, on a pu déployer peut-être d'autres compétences qu'on a en tant que conseiller en insertion professionnelle pour pouvoir accompagner, faire un accompagnement plus optimal, mais en individuel aussi, puisque leur personnalité, leur trait de caractère, leurs compétences déjà de base qu'ils ont, on a pu travailler à partir de ça. On avait quand même quelque chose. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Enfin, pour moi, le détour créatif est assez intéressant. Et avec Louana, qui est ma Je suis là parce que j'ai le micro qui n'est pas activé, Voilà, ni la caméra. elle est du côté du linguistique hein, et côté linguistique, pour notre public, c'était aussi très intéressant de la façon qu'on a pu justement animer des ateliers, les faire sortir. Voilà, ça a été Parce très qu'on a, riche. on a vraiment, donc moi je suis formatrice FLE et FLI, français langue d'intégration, et on a vraiment pu travailler en binôme, enfin en tout cas au début, ça a été plus compliqué à la fin, mais voilà, actuellement. Oui. Mais c'était très enrichissant de pouvoir avoir ces deux côtés-là. Insertion, ça se fait un petit peu sur un autre dispositif qu'on a, en tout cas nous, avec France Travail, mais là, on a plus de temps. Et tout le côté aussi projet créatif qui, pour le coup, ça a permis vraiment aussi de souder le groupe et de les garder intéressés aussi parce que plus de 3-4 mois, une formation, c'est difficile aussi d'avoir les bénéficiaires, de les capter autant de temps. Voilà. Merci beaucoup. Manon, n'hésite pas à lever la main ou intervenir si tu veux compléter des propos. Mais si tu me laisses, je continue sur la question. Alors, je vais faire les deux questions suivantes en une, hein, parce que c'est les mêmes. C'est en résumé, donc je reviens vers Baptiste. Qu'est-ce qui a changé pour vous personnellement et professionnellement depuis que vous avez intégré des tours créatifs? Alors, vous pouvez, je dis que vous allez parler pour vous, mais vous pouvez totalement parler au nom aussi des autres membres du groupe sur lequel, parce que je sais que vous avez travaillé ensemble les questions. Oui. Personnellement, moi, j'arrive mieux à communiquer grâce, j'ai eu un open badge, communiquer à l'oral, j'ai eu. Et pour les autres, il y a une bénéficiaire qui au début a été très très timide, mais au fur et à mesure, avec notre groupe, elle s'est lâchée, comme les autres aussi. Tout le monde était timide au début et tout le monde s'est lâché. Je confirme qu'on le voit au comité des bénéficiaires. Oui, c'est ça. Voilà. Et professionnellement, pour moi, ça a été pour le projet que j'ai eu. Avant, je n'avais pas de projet. Là, j'ai un projet assistant comptable. Et je pense vers la fin, faire une remise à niveau pour vraiment bien consolider mon projet, quoi.
Ok. Pour peut-être pour le projet aussi. Alors, c'est bon pour vous, Baptiste? Vous avez Oui. tout énoncé? Je laisse Oui. Guillaume compléter pour qu'on reste sur les Oui. Hauts-de-France. Ça, moi-même, j'ai pu constater. La question étant, bien sûr, Voilà, ce que Guillaume a constaté en tant qu'accompagnant sur c'est les ça. transformations personnelles et professionnelles de ses bénéficiaires. Alors, ce que Baptiste a dit, c'est qu'on a senti vraiment une évolution en termes de personnalité, en termes aussi de relations interpersonnelles, de vie sociale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué à ce niveau-là. Des personnes qui étaient un petit peu en situation, même complètement en situation d'isolement, qui désormais ont réussi à dépasser ce cap, ont créé des relations, utilisent même aussi des réseaux sociaux entre eux pour continuer à rester en contact, etc. Donc, on a senti ce bienfait. Et puis, le fait de travailler aussi sur le collectif, parce que bon, il y a l'atelier, il y a le projet, hein, bien entendu, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment le cœur même, l'axe de tout le travail. Ça permet aussi de leur permettre de découvrir un certain nombre de compétences. C'est vraiment l'approche compétences. Comme on disait tout à l'heure, hein, on est sur une dynamique d'approche compétences. Et là, ça a permis peut-être à certains de révéler des choses dont ils n'avaient peut-être pas conscience au départ, qu'ils ont réussi à mettre en pratique, peut-être même à expliquer à d'autres. Il y a eu des transferts de savoir, hein, des choses comme ça. On a observé des choses très sympathiques comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe et que je continue à observer. Hein. Ce n'est pas encore terminé, il nous reste encore un petit peu de temps. On a encore un concours à préparer. Donc là, on sent qu'ils sont au taquet, ils sont investis. Et voilà, il y a une espèce d'appétence, je dirais, hein, pour avancer, pour vouloir faire quelque chose après. Il y a une motivation. Puis je pense qu'il y a un plaisir d'être ensemble, le faire ensemble qui est important. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, l'importance du collectif en tant que levier pour motiver et développer des compétences. Si tu me dis si c'est bon ou pas, mais. Eh bien, même question pour vous, mesdames, à Toulouse. Qu'est-ce qui a changé pour vous personnellement et professionnellement depuis que vous avez intégré des tours créatifs? Il faut rouvrir votre micro. Allez, oui. Pour nous, la formation donne l'occasion d'apprendre. En fait, chaque jour de notre formation, avoir la confiance, intégrer et trouver des amis. Grâce à cette dispositif, on est le plus préparé pour passer l'examen. Aussi, on est le plus structuré pour notre vie candidate quotidienne. Pardon, c'est le Et maintenant, on est le plus en confiance pour communiquer dans notre vie et de tous les jours. Et cela va nous donner un droit sur pratiquer le français. Moi, je vous dis bravo, hein, parce que oui, dans la compétence communication orale aujourd'hui, c'est pas l'exercice le plus facile. Donc, bravo, bravo. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Et choses. Et nous avons plus d'estime de soi. Nous communiquons facilement. Oui, vous êtes monté en confiance en vous et en estime de vous-même. Est-ce que Sandrine, tu veux compléter en tant qu'accompagnante, toi, ce que tu as pu observer comme progression personnelle et professionnelle Alors, sur l'ensemble des bénéficiaires de ton groupe? dans le groupe, c'était effectivement les débuts, le démarrage a été assez compliqué parce qu'il n'y avait pas du tout de communication entre eux. Il a fallu trouver, user d'imagination, d'idées pour les faire collaborer ensemble, les faire travailler ensemble et faire en sorte qu'ils arrivent à communiquer ensemble. Donc, une fois qu'on a réussi à activer cette compétence-là, et ben, effectivement, on a trouvé que les faire sortir pour qu'ils puissent travailler l'organisation, la mobilité, que ce soit l'organisation personnelle ou professionnelle, hein, finalement, c'était intéressant pour eux parce qu'ils restaient dans une certaine dynamique, justement, pour être toujours acteurs de leur propre parcours. Donc, ce qui a changé, c'est, je dirais, la dynamique, l'envie
l'envie le lendemain de faire encore de choses nouvelles et qu'il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de petits résultats. Donc, ils sont contents d'eux et du coup, bah, nous aussi, on est Adebisi, la semaine dernière, a présenté. Ça fait quoi? Adebisi à Béziers, s'est déplacée sur Béziers avec le CADA de Béziers et elle a présenté son pays devant une centaine de personnes. Voilà. Ouais. Avec il y avait un interprète quand même, mais elle a pu communiquer et parler de son pays. Donc, ce sont plein de petites choses. Et elle a commencé son permis aussi. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses. Certains ont passé le L'examen du DELF, DELF, ouais. donc niveau B1, pour après pouvoir continuer sur un parcours universitaire. Donc, il y a de la confiance en eux maintenant aujourd'hui. Après 6 mois, on peut dire ça. Vive T'avais le une question, SEP, Solange? Ouais, vive le vas-y. SEP et vive les accomplissements réalisables. Parce que là, vos exemples viennent bien étayer tous les résultats qui ont été présentés, avec des exemples très, très, très pragmatiques. Merci. Avec plaisir. Manon, est-ce que tu veux compléter un peu? Bah, je vais juste dire que pour le Grand Est, c'est la même chose. Ce qu'on voit, c'est que heureusement qu'il y a un groupe, c'est la dynamique de groupe qui fait que tout le monde est motivé à trouver du travail et que dès qu'il y a un bénéficiaire qui trouve une mission intérim, un CDD ou une formation, tout le monde est très motivé pour aller chercher plus ou moins la même chose. Donc, c'est très, très, très positif cette dynamique de groupe. Dans le Grand Est, on a mis en place des groupes WhatsApp. Et donc, nous, on a eu 5 cohortes dans le Grand Est. Il y en a une qui est terminée depuis 2 ans. Et il y a encore du mouvement sur le groupe WhatsApp. Donc, ça continue, en fait, même après le dispositif. Et ils sont toujours dans cette dynamique à essayer de trouver du travail pour ceux qui ont peut-être perdu leur solution à la sortie du dispositif ou de se motiver les uns les autres pour garder leur mission actuelle. Donc, il y a de la grosse entraide entre eux, quoi. J'avais une dernière question qui était comment vous voyez l'après-dispositif? Comment vous pensez que, enfin, comment vous voyez, est-ce que vous allez, vous vous sentirez autonome dans vos recherches d'emploi suite enfin, je sais qu'il vous reste comme Guillaume le signalait, il reste le concours au mois de mars, il reste quelques mois, mais est-ce que vous vous sentirez plus autonome après le dispositif dans votre recherche d'emploi? Alors, je repasse la main dans les Hauts-de-France à Baptiste. Moi, j'ai déjà positionné pour s'engager vers l'emploi pour après faire une remise à niveau pour mon projet. Voilà, c'est un projet à assistant comptable. Et tu te sens un petit peu plus à l'aise, non, sur l'idée de peut-être aller vers un employeur ou faire des démarches, des choses comme ça? Pour l'instant, vu que mon projet est récent, Ouais. pas pour l'instant. Tu dois encore travailler ça. Ouais, c'est ça. Même question à Toulouse? Oui, justement, on était en train de voir la réponse. Alors, par exemple, Adebisi, elle commence ouais, puis après, ça sera... Okay. Allez-y. Après cette promotion, alors, tout voilà, simplement, qu'est-ce que vous venez de dire? Elle nous a dit, pour qu'elle s'éloigne un peu de l'écrit, par exemple, maintenant, vous pouvez... maintenant, je peux communiquer avec autres gens, avec téléphone aussi. Je peux traduire pour maman, parce que maman parle bien Votre mère. français, rien. Maintenant, si quelqu'un parle, je peux comprendre. Comprends bien. Avant, rien. Je n'ai pas compris rien. Je n'ai pas écrit rien. Maintenant, je peux écrire. Je peux comprendre aussi. So, c'est mieux pour moi. C'est très bien pour moi, oui. Oui. Oui, c'est ça. Il fait une question. Maintenant, vous êtes autonome ou pas pour vos recherches? Oui. Pour moi, j'ai gagné de confiance je peux lancer pour chercher une formation, emploi. Mais j'ai besoin de temps pour améliorer linguistique et nos compréhension.
Voilà. Et voilà. Et voilà. Super, merci beaucoup. Après, je voulais juste pour terminer rafficher justement peut-être ce qui avait été dit pour qu'on voit que ça reprend un peu ce que vous venez de dire justement. Pendant le comité des bénéficiaires, comme je vous disais, qui était jeudi de la semaine dernière, hein, donc sur lequel on a pu, j'essaie de le mettre en présentation pour que vous voyez, parce que c'est écrit assez petit à certains endroits, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a travaillé là-dessus, les attentes, les apports personnels, les apports professionnels. Il y avait quand même certains qui ont mis gagner en confiance en soi pour les attentes, de l'aide pour chercher un travail en informatique en français, le code de la route, ça oui, spécifiquement, il y a des cohortes sur lesquelles ce sujet est beaucoup revenu. C'était surtout de travailler la recherche d'un projet ou d'un emploi, améliorer nos compétences linguistiques, construire un projet professionnel, communiquer avec confiance et estime de soi. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément, comme on le disait, ils n'avaient pas projeté que ça passait peut-être par un projet collectif ou d'autres types d'activités dont ils ne voyaient pas forcément l'intérêt au départ, puisque ça devait être vraiment projet professionnel, linguistique, etc. Et vous voyez les apports personnels. On parle de travailler en groupe, donc le côté sociabilisant du dispositif, rencontrer d'autres personnes, se sentir moins seul, activité régulière, donc c'est des choses qui sont revenues. L'augmentation de la confiance en soi pour communiquer notamment à l'oral, enfin toutes ces choses dont on a parlé. Et que ça les aide quand même aussi sur leurs projets et les techniques de recherche d'emploi. Et ils se sentent plus en confiance pour être autonomes dans leur démarche. Donc voilà Alors, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on est déjà arrivé au terme, l'heure est déjà avancée. Non? Non, Tiffen, juste peut-être un petit point. Vas-y. On en avait un petit peu parlé, mais là, on n'en a pas parlé. C'est par rapport aux accompagnants, justement, dans notre situation, et par rapport à leur relation aussi qu'on a avec le groupe. Le fait qu'on a sur des groupes avec une particularité où il y a un lien assez fort entre l'accompagnant et le groupe en lui-même. Et tu revenais là-dessus, je reviens sur la nécessité, effectivement, lorsqu'il y a à un moment donné une passation de flambeau ou quelque chose comme ça pour X raison, plus que jamais, c'est un groupe sur lequel il y a un gros travail à faire de passage de relais. Moi, j'ai eu la situation, parce que j'ai remplacé une personne en congé maternité, avec laquelle il y avait un énorme lien qui avait été créé. Il y a eu un gros travail à faire. Et deuxième point, simplement pour conclure, c'est justement l'intérêt aussi des actions qu'on appelle les cafés détours, qu'on fait régulièrement ensemble. On s'est réunis entre accompagnants, on se réunit donc entre conseillers, et ça nous permet d'avoir des échanges de pratiques et justement de bien recaler tout comme il faut pour que ça se passe au mieux. Je voulais juste compléter sur ces notions-là. On en avait un peu parlé la dernière fois. Oui, c'est exact, puisque sur l'un des groupes d'ailleurs qui est en cours actuellement, il y a eu récemment cette problématique qui s'est posée, et les cafés des tours, qui sont des temps d'échange de pratiques mensuels ou bimensuels, ou enfin tous les 2 mois, ont permis d'échanger sur des leviers justement qui allaient permettre de réinstaurer un lien de confiance et de réinstaurer une dynamique de groupe. Je sais que ces temps-là sont des temps précieux pour, en effet, pour vous globalement, et encore plus quand c'est un nouvel accompagnante qui reprend un groupe. Donc, ça, je te confirme. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, je je crois voudrais que... juste rajouter pour conclure que ce dispositif demande à ce que le centre d'accueil, enfin le centre de formation soit en mesure et en capacité de mettre à disposition justement des accompagnants, les outils, les ressources pédagogiques et aussi la possibilité d'être à 100% avec le groupe. En fait, on ne peut pas être sur 2 dispositifs en même temps si on veut avoir un travail plus de qualité.
Ok. Ouais, parce que Après, nous, on c'est n'a vrai que pas, c'était pas, enfin, on n'a nous, pas figé de nombre d'heures là-dessus, mais bon, là, on va rentrer dans un autre débat et le temps oui, c'est est pour ça. bien trop avancé, donc Ouais, bon, c'est bon, merci c'était juste beaucoup. ça. Merci beaucoup, Sandrine. Oui, oui, mais ce qui est pas une info inintéressante, hein, complètement d'accord avec ça. Bah, si je voulais juste euh, échanger, parce que je pense que vous êtes tous en train de partir, c'est que nous avons, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de la Fédération nationale des UROF. Nous avons une playlist des tours créatifs dans lesquels vous trouverez notamment des podcasts pardon, qui ont été enregistrés auprès des 10 organismes régionaux de détours créatifs. Et vous avez également les 2 webinaires précédents qui ont été organisés sur le sujet, sur justement le projet collectif, le fil rouge du dispositif, mais aussi sur la construction de nos open badges qu'on a rapidement mentionné dans ce webinaire. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis peut-être à bientôt. Merci à tous. Merci. Et merci aux À bientôt. bénéficiaires pour qui je sais que ça a pu... bravo, en tout cas. Ça a pu être compliqué d'intervenir, mais bravo à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.